Bonjour à tous. Donc déjà, merci à l'IFRE de nous avoir invités aujourd'hui pour présenter ce talk sur l'espace collaboratif. Donc moi, je suis Alexandre Delamotte, je suis CTO de Solane. Donc je suis très heureux de vous présenter ce talk sur nos retours d'expérience, sur la mise en place en fait de ce type de projet. D'ailleurs, ce talk, on l'a éprouvé dans une démarche collaborative justement. Donc on va vous en parler un peu plus en détail et vous parler exactement sur quoi ça consiste, nos retours d'expérience et les bonnes pratiques à mettre en œuvre. L'idée, c'est de vous partager notre vision, donc notre expérience sur la mise en œuvre de ce type de projet, d'accord, sur la base de constats, de ce qu'on a comme retour de terrain au travers de nos différentes interventions, mais aussi sous forme de retour d'expérience tout simplement, d'accord. Pour commencer, du coup, la petite page de publicité obligatoire. Solane, c'est une société anglo-française à la base, qui est spécialisée en fait dans le domaine de l'ECM. Aujourd'hui, en fait, on adresse en fait le métier de l'ECM au travers de 5 activités principales. Des activités en fait de conseil, des activités d'intégration, des activités en fait d'expertise technique et également d'hébergement. Donc l'hébergement plutôt sur la partie infogérance. C'est une société en fait qui date de 2001 et aujourd'hui qui est répartie sur 6 pays en Europe. Voilà, aujourd'hui on représente à peu près 150 personnes en France et en Europe et on gère aujourd'hui 170 références en fait d'intégration ou de conseil sur le métier de l'ECM. Le métier de l'ECM, c'est quoi? En détail, ça va du collaboratif, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui en détail pour le coup, jusqu'à la démat des processus. Donc on est très métier dans notre approche, c'est d'abord le métier et après la technique en fait. L'idée c'est de pouvoir se dire, ici on adresse un peu tous les champs de compétences ici, de ce qu'on sait faire aujourd'hui, de ce qu'on sait produire en termes de compétences. Sur notre terrain de jeu, donc c'est juste rebandé différemment. Donc ça va de la capture d'informations, donc pareil, des solutions qu'on va pouvoir mettre en œuvre, les conseils qu'on va pouvoir apporter sur ce type de solutions. Ça va également en fait de la gestion de processus, donc la mise en place de processus, la dématérialisation de processus, de la partie user experience, donc la mise en œuvre en fait de sites web tout simplement avec une intégration forte en fait des normes en fait d'accessibilité par exemple, jusqu'à en fait l'archivage, donc archivage à valeur probante. Et les coffres-forts en fait électroniques. Toujours pareil sur 2 pans, solutions, intégration et conseil. De façon transverse, en fait, on gère également en fait toute la partie analytics, qui est clairement transverse à ce modèle. Donc de la BI et en complément en fait des solutions IA et RPA en fait pour automatiser en fait l'ensemble en fait des processus. Donc notre approche, donc voilà, c'est juste une synthèse en fait de ce que je disais tout à l'heure. On intervient en conseil, en design, en développement, et également en hébergement sur cette partie infogérance. Donc ça, c'est notre domaine d'expertise. Et avant de commencer du coup à rentrer dans le vif du sujet, on s'est dit que ce serait quand même pas mal qu'on commence en fait par définir ce que c'est en fait le travail collaboratif. Et alors là, ça n'a pas été simple pour nous, même pour nous en interne. Pour vous raconter un peu l'histoire, on s'est organisé un workshop tout simplement chez Solane. On a réuni 5 personnes dans une salle, un workshop d'1 heure, où on a invité en fait des gens qui ont une expérience notoire en fait dans le collaboratif, soit par l'usage, soit par le conseil, soit par l'intégration. Donc on va retrouver ces différents profils. On va retrouver des profils aussi commerce, marketing par exemple. Et l'idée c'est de pouvoir faire un tour de table et se dire pour vous, c'est quoi la définition en fait du travail collaboratif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chacun a sa propre définition. Et finalement, ce qui va diverger, en fait, c'est les détails, en fait, simplement. Donc, pour montrer à quel point on est des experts, j'ai mis une référence Wikipédia ici, qui finalement était le juge de paix, qui était suffisamment flou pour mettre tout le monde d'accord, et sans rentrer forcément dans les précisions. Ce qu'on se dit ici, typiquement, c'est de pouvoir, ce qui n'est pas faux, finalement, c'est de pouvoir se dire, on a besoin finalement d'un mode de travail où en fait on a besoin de faire collaborer plusieurs personnes avec des technologies de l'information et de la communication. Ça c'est
plus ou moins vrai en fait selon les personnes, et notamment via l'informatique, donc les plateformes Internet. Finalement, faire un travail collaboratif, hein, moi je peux le faire très rapidement, hein, 2 personnes dans une salle, un paperboard, un marqueur, et on fait du collaboratif. Hein. Donc ça va un peu au-delà de ça quand même, ce qu'on veut présenter ici. Ça va au-delà de ça, l'idée c'est de pouvoir se dire, d'embarquer en fait une certaine organisation en fait, et une organisation portée par des outils. C'est pas nouveau, hein, ce besoin de travail collaboratif. On n'a pas besoin d'attendre de l'informatique avant de commencer à pouvoir en parler. Ce qui est notoire aujourd'hui au niveau de l'avancée de la technologie, hein, c'est que dès les années 80, on a déjà les premières solutions qui sont en place pour travailler le collaboratif. Il y a une petite société qui s'appelle IBM, qui a développé dans les années 80 une solution qui s'appelle Notes. Et déjà, Notes, aujourd'hui, c'est toujours le cas. Hein. L'idée de Notes, c'est de pouvoir traiter du collaboratif. Donc, c'est bien ça l'enjeu. Hein. Et donc, c'est pas un sujet nouveau. La problématique, c'est qu'on n'est pas capable de pouvoir définir clairement ce que ça doit traiter, en fait. Hein. Et c'est pas clair parce que, typiquement, il y a tellement de cas différents, finalement, de besoins différents, qu'on ne peut pas avoir une définition très claire et précise. Donc, par contre, moi, on va apporter un peu de clarté à cette partie-là. Donc déjà, qu'est-ce qu'un espace collaboratif? L'idée, hein, c'est de pouvoir... l'objectif final, c'est de pouvoir réaliser un projet. Donc ça, c'est ce qu'on veut atteindre. D'accord. Pour atteindre ça, du coup, l'idée, c'est de pouvoir monter une équipe, d'avoir des membres d'équipe, d'accord, qu'on va faire travailler ensemble. Donc on parle de coopération ici, j'aime pas forcément ce terme, parce qu'on va faire une différence entre collaboration et coopération, c'est tout à fait les mêmes usages et les mêmes modes de travail. L'idée également aussi, c'est de pouvoir se dire, l'espace de travail, pour le coup, on va le faire porter par un outil informatique. On va le faire porter pour porter en fait 3 choses, l'échange d'informations, pouvoir porter en fait la coordination et la discussion. D'accord. Donc en fait, ces choses-là, finalement, c'est ce qu'on nomme ici les 3 piliers en fait de l'espace collaboratif. D'une part, un outil de partage de documents, d'accord, pour la partie échange d'informations. Donc information, il faut l'entendre au niveau de la donnée, en fait, d'accord. C'est une donnée qu'on veut pouvoir partager, d'accord, collaborer sur une donnée. On a besoin, en fait, d'un gestionnaire de tâches et d'un agenda partagé, si on veut pouvoir coordonner, d'accord. Et on a besoin d'une messagerie, donc messagerie au sens large. Hein. Pareil, là, c'est plutôt les moyens de communication qu'on va mettre en place pour communiquer, coordonner, en fait, les différentes discussions. Donc ça, c'est un peu la base et clairement, en fait, les piliers, en fait, de l'espace collaboratif. Encore une fois, ce sont des piliers, c'est-à-dire que du coup, c'est là-dessus qu'on va reposer, en fait, la structuration des projets. Ça ne veut pas dire que ça vont suffire. Ça veut dire que, pour moi, aujourd'hui, enfin pour nous, chez Solane, on ne peut pas démarrer un projet collaboratif si on n'a pas au moins ces trois piliers. Et justement, en fait, un premier constat, hein, on essaie de vulgariser un peu les choses ici. On fait bien une différenciation notoire entre collaborer et coopérer, la coopération et la collaboration. Et ça, c'est aussi important dans les types de projets qu'on va mettre en place derrière. La collaboration, typiquement, la finalité, l'exemple que je prends ici, c'est de se dire, on veut gagner un match de foot. Ça, c'est clairement de la collaboration. C'est la collaboration parce qu'on a un objectif commun, un objectif qu'on veut partager, d'accord. Il est global à l'ensemble de l'équipe en fait qui va réaliser ce projet. Ce dont on a besoin dans la collaboration, et si on veut gagner un match de foot, c'est d'avoir des interactions permanentes, de pouvoir bien échanger, avoir une bonne communication en fait entre différents membres de l'équipe. Et puis le dernier point, et c'est vraiment ça la différence hein, entre la collaboration et la coopération, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que la responsabilité, quand vous voulez gagner un match de foot, hein, elle est globale, elle est collective. Donc c'est tout le monde gagne ou tout le monde perd, d'accord. A contrario, hein, sur la partie coopération, là pour le coup, l'exemple qu'on prend ici, c'est construire une maison. Donc là pour le coup, on a des objectifs qui sont individuels, et chaque profil, chaque individu a ses responsabilités, sa responsabilité, d'accord. Exemple, hein, quand je construis une maison, je vais avoir un électricien, je vais avoir un plombier, je vais avoir un plaquiste, etc. etc. Et donc ces personnes-là, du coup, eux sont les corps de métier qui ont leurs responsabilités et qui doivent mener à bien en fait leur projet selon leur objectif, d'accord. Donc leurs tâches qui leur seront affectées. Et c'est ce qu'on dit juste après, c'est-à-dire que les actions et les responsabilités, en fait, on va les répartir sur les différents profils, les différents individus. Et donc la responsabilité est forcément individuelle à ce moment-là, d'accord.
Ce qui est intéressant en fait avec le mode, finalement dans un mode collaboratif, en fait ça c'est un constat hein, clairement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en fait dans les organisations. Typiquement quand on fait du self-management, d'accord, donc on va avoir des gens qui vont collaborer ensemble, qui vont travailler sur quelque chose ensemble, qui n'ont pas forcément des spécificités bien particulières, mais qui vont emmener ensemble un projet. Et c'est pas forcément plus lié à l'organisation de l'entreprise. Je peux vous donner l'exemple en fait de ce talk ici. Hein. On a plutôt une organisation coopérative dans ma société. Hein. On a des directions, des BU, des services, etc. Mais pour le coup, là, on s'est regroupé en projet pour travailler en mode collaboratif afin d'atteindre ce projet-là. D'accord ? Donc c'est déstructuré aussi par rapport à l'organisation qu'on peut avoir de l'entreprise. Donc c'est intéressant en fait ce mode collaboratif. Le problème c'est que c'est le plus complexe à mettre en place dans une entreprise pour un projet donné. C'est le plus complexe parce que finalement c'est de la relation humaine en fait. C'est de la relation humaine, c'est-à-dire que ça implique davantage l'humain et ça implique notamment de gérer en fait les problèmes d'ego. Hein, typiquement, il faut se mettre d'accord. Hein. L'exemple que je prenais tout à l'heure en disant il fallait qu'on débatte et qu'on puisse définir sa définition de ce qu'est en fait le travail collaboratif. Hein. Tout le monde a sa propre vision et finalement il faut un décideur à un moment donné quand même. Quoi. Voilà. Par contre, en fait, ce qui est intéressant avec le collaboratif, c'est que en fait, on a une performance en fait qui est qui est sans égal en fait. Hein. C'est-à-dire que le capital humain qu'on va produire sur ce type en fait de projet hein, sera beaucoup plus important que ce qu'on pourra faire sur du coopératif. Parce qu'on va forcément tous partager des choses, on va tous apprendre des choses forcément, et donc au final de ça, on va atteindre notre objectif, et en plus de ça, on va pouvoir grandir chacun en fait sur ce projet-là. Donc, je résume, hein, je vulgarise. Collaboration, gestion finalement de l'humain, gestion de relations humaines. Donc, finalement, c'est très peu d'outils, parce que c'est surtout de la communication. Et puis, plutôt la partie coopération. Là, pour le coup, on a besoin de coordonner. Donc, on va avoir besoin de plus d'outils pour pouvoir amener à bien en fait, le projet. Voilà, pour parler en fait, de nos retours d'expérience, on a condensé 10 ans d'expérience en 3 slides à peu près. Donc on a schématisé les choses. L'idée c'est de se dire ici en fait tout ce qu'on a pu voir en termes de constat, ce qu'on voit aujourd'hui et notre regard critique sur les solutions qu'on voit collaboratives, ce qui se trouve qui est bien, ce qu'on trouve qui est pas bien. D'accord ? Et on commence par un premier constat finalement qui est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les entreprises, on a un acteur des outils. C'est-à-dire aujourd'hui, encore récemment, on a fait un audit là chez l'un de nos clients. On a des gens qui régulièrement utilisent plus de 70 applications pour amener à bien leur activité. 70 applications. Donc ça, c'est vraiment une réalité. Hein. Encore, là, je taille haut. Hein. En moyenne, on est autour de 20 ou 30 applications par personne. Hein. Donc ça monte vite, hein, finalement. Donc c'est beaucoup d'applications, beaucoup de tâches différentes, beaucoup de switches différents et beaucoup de problèmes potentiels derrière. Ce qui est intéressant avec cette méthode-là, hein, alors je vais essayer de trouver les avantages surtout. J'ai eu un peu de mal à en trouver. On va potentiellement, et encore c'est un potentiel, avoir des outils qui vont répondre à un besoin. Donc j'ai une tâche, j'ai un besoin, je réalise avec l'outil qui est à mes dispositions. Théoriquement, j'ai des utilisateurs, des collaborateurs qui sont autonomes, parce qu'ils ont leur outil, ils font ce qu'ils ont à faire dedans et ils le maîtrisent. Et donc typiquement, malheureusement, on a un déploiement rapide, je vous donne un logiciel, je l'installe, je le mets à disposition et je l'utilise. Les inconvénients, et là j'en ai trouvé comme très pas mal, c'est qu'on va commencer à créer des silos d'informations. Autant d'outils, autant de stockage d'informations différentes. Et donc potentiellement, silo d'informations, c'est-à-dire que potentiellement on va répliquer de l'information sur différents systèmes pour être capable en fait, d'avoir un suivi complet de l'information. D'accord ? Donc ce qu'on met dans le deuxième point, hein, c'est du coup il y a besoin de mise en cohérence de l'information, de pouvoir automatiser des choses pour être capable d'avoir du suivi à un moment donné sur d'autres applications, et donc de recopier en fait l'information. Et donc la gouvernance de l'information, elle est complexe, parce que du coup, on n'est pas capable de la repérer, de savoir où aller, quelle est l'origine de l'information, et d'être capable de la suivre et de définir des indicateurs autour de cette information. On a du coup des users qui passent d'un outil à un autre, donc on switch régulièrement d'application, ça je disais. On a une gestion de droit qui peut être complexe dans l'exploitation, c'est-à-dire qu'on va avoir autant d'outils, autant de gestion de droit à utiliser, autant d'utilisateurs avec beaucoup de travail du coup derrière, parce qu'on va faire du pédalage pour gérer les entrées, les sorties, les groupes d'utilisateurs, etc. Donc c'est beaucoup de travail aussi et beaucoup de complexité. Et puis il y a un problème de sécurité informatique, c'est-à-dire quand on déploie autant d'outils, à bout d'un moment on va avoir des problèmes en fait de gestion de la compétence, de maîtrise des outils. Donc plus on a d'outils, plus c'est compliqué en fait à maintenir.
Juste pour définir en fait la gouvernance de l'information, ce qu'on appelle la gouvernance de l'information. L'idée en fait, l'information, c'est une donnée, hein, d'accord. Cette donnée en fait, l'idée c'est de pouvoir en fait lui définir en fait un rôle et une valeur. Alors une valeur, je sais pas trop ce terme-là, mais un indicateur. De pouvoir se dire en fait, ma donnée, je vais prendre un exemple. Hein, ma donnée elle va avoir en fait une classification par exemple. Donc une donnée qui va être publique ou complètement confidentielle, qui va être restreinte ou interne. Donc ça, c'est la classification de la donnée. Et puis, on doit aussi définir le risque. Quels sont les risques? Qu'est-ce qui va se passer si ma donnée elle est perdue ou si ma donnée elle a été volée? Donc ça, c'est ça la gouvernance. C'est être capable en fait, de définir les rôles, les risques, et qu'est-ce qu'on met derrière comme politique pour être capable en fait, d'assurer, de comprendre les risques et de pouvoir les piloter. D'accord? Et donc, finalement, quand on va démultiplier en fait, les outils, démultiplier en fait, la donnée, la gouvernance, on ne peut plus la faire, c'est fini. Une autre approche, hein, des progiciels, hein, des acteurs, un outil. Donc c'est pareil. Hein, on a le cas de la GRC, par exemple. La GRC, la gestion de la relation citoyen ou client, d'accord. On trouve souvent des outils en fait qui font tout, qui font le CRM, qui vont faire en fait le case management, qui vont faire également l'office de portail. Donc on voit des outils qui sont des monolithes et qui ont énormément de fonctionnalités, d'accord. Il y a également des avantages à ce genre d'outils. Finalement, ça va être efficace pour une typologie de projet donné, hein, parce que sur la GRC, on sait que ça va faire le boulot de la GRC. Très bien. Par contre, ça ne va pas être scalable au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que la GRC fera de la GRC, on va pouvoir faire autre chose avec, le portail fera de la GRC. D'accord. L'avantage également, c'est qu'on a un point d'entrée unique pour le coup. D'accord. Ce n'est pas 15 applications, c'est une application donnée. Une application, donc gestion centralisée des permissions et des fonctionnalités. Donc, ce qui m'amène à la gouvernance de l'information, où là, pour le coup, c'est simple, l'information, elle est dans un silo donné, dans une application donnée, donc on peut la suivre, pour le coup. D'accord. Sur les inconvénients, c'est ce que je disais à l'instant, c'est pas scalable au niveau de l'entreprise. On peut avoir des déploiements longs, parce qu'on est sur du monolithe, et c'est long parce que, pour avoir quelque chose d'opérationnel, il faut charger de la donnée. Donc il faut qu'on puisse, en fait, récupérer les applications de l'ancien CRM, pouvoir les charger, récupérer les documents s'il y a des documents à apporter, etc. Donc ça peut être long en termes de déploiement parce qu'on a besoin d'avoir un ensemble de données pour avoir une application qui soit complètement opérationnelle. Il y a quand même un point de vigilance qu'on monte ici sur la réversibilité, notamment les outils propriétaires. Hein, c'est-à-dire que vous avez injecté vos données et pour pouvoir les récupérer, une fois que vous êtes dans un outil qui est monobloc propriétaire, c'est pas toujours garanti. Alors c'est de plus en plus, hein, mais on voit même sur les autres applications de gestion documentaire où la récupération des documents, en fait, hein, souvent il faut payer beaucoup plus, il faut avoir un service en plus, et c'est pas toujours simple en fait d'extraire l'information. Donc ça c'est aussi un point d'attention. Et puis on a des parcours utilisateurs qui ne sont pas forcément optimisés parce qu'on est sur une application qui est souvent propriétaire, elle fait ce qu'on lui demande de faire et on va rarement pouvoir sortir en fait des sentiers battus. L'autre approche, la troisième approche qu'on définit ici, c'est le cas en fait de l'outil fédérateur. On va prendre Liferay par exemple. L'idée, c'est d'avoir en fait un outil fédérateur, donc un point d'entrée unique, et des outils support. D'accord. C'est un peu l'hybride entre les deux mondes en fait. L'idée, c'est de pouvoir se dire ici, j'ai mes applications que je vais pouvoir profiler pour mes utilisateurs et définir en fait des points d'accès pour que mes utilisateurs aient accès sur une tâche donnée, sur une activité donnée, sur un projet donné, à un ensemble d'applications pour mener à bien en fait leur mission. D'accord. Donc on va pouvoir définir en fait des modèles, d'accord, des modèles pour un type de projet donné, par exemple, d'accord, et pouvoir décliner ça avec l'ensemble des applications que je vais mettre à disposition de mon utilisateur. Ça marche. Encore une fois, on est à un niveau très haut, finalement. C'est-à-dire qu'on est au niveau de se dire, je donne l'accès ou je ne donne pas l'accès à l'application, à mon utilisateur. Mais je ne descends pas plus bas que ça, d'accord. Je reste assez haut niveau et je ne vais pas piloter jusqu'aux permissions que l'utilisateur pourra avoir dans son logiciel tierce, d'accord. Alors je ne gère pas dans le portail, pour moi c'est pas son travail, d'accord. Alors certains ont essayé de le faire dans le retour d'expérience. Souvent on est sur des projets qui sont très coûteux parce qu'on va développer tout plein de choses et puis c'est difficile à maintenir derrière en fait. On change d'application et ça marche plus. Donc pour le coup on a une scalabilité intéressante du niveau de l'entreprise, on va pouvoir travailler par pilote, pouvoir faire grossir des projets, pouvoir enquiller comme ça en fait les différentes applications et faire rentrer les gens tranquillement en fait dans le système. On retrouve en fait cette notion de point d'entrée unique
Et on va retrouver, sur le même principe en fait, que précédemment, hein, une gestion des accès aux applications par profil utilisateur, c'est ce que je disais à l'instant, et une gouvernance de l'information, parce que pour le coup, le point d'entrée est unique. Je suis capable en fait, de tracer ce qui se passe, les entrées, les sorties, et donc de pouvoir être capable en fait, de déterminer en fait, l'utilisation en fait, de mon information. L'inconvénient, effectivement, c'est que les outils sont portés les permissions sont portées par les outils tiers. Donc c'est porté par les outils tiers, ou alors on met mise en place en fait, une brique d'IAM, hein, Identity Access Manager, pour gérer justement, sur une brique déportée, qui est encore un N logiciel finalement, pour gérer en fait, l'ensemble en fait, des permissions de mes utilisateurs pour en fait, les différentes applications. Ça pose quand même un problème, c'est que d'ailleurs il faut qu'on ait des applications qui soient capables d'être compatibles avec ce type de solution. On a également quand même une question en fait, sur la standardisation des outils. C'est-à-dire que on oublie les clients lourds, par exemple. Ça ne passera pas. Ou on aura juste un lien qui ouvrira en fait, un Citrix ou un lien sur le poste utilisateur. Mais du coup, on ne pourra pas l'intégrer proprement. De la même façon, en fait, sur la partie standardisation, on va pouvoir en fait, plugger certaines applications qui respectent certains protocoles qui sont déjà supportés nativement entre le portail et l'application cible. On parle par exemple du protocole CMIS, où on peut échanger les données en fait, sans trop d'efforts en fait, entre deux applications. Sur ce point standardisation, c'est pareil, il y a toujours deux écoles. C'est de se dire, aujourd'hui par exemple, mon application cible, elle diffuse en fait une API REST. Donc je serais assez tenté quand même de développer des choses dans mon application, dans l'iframe, de faire une portlet qui ira chasser de la donnée et faire de la restitution. Donc même combat ici, hein, c'est toujours pareil, c'est ce qu'il faut pondérer, c'est le coût d'intégration de ce genre de choses et le coût de maintenance. La bonne nouvelle aussi par rapport à cette partie-là, et ça fait un peu écho à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sur les différents talks, c'est qu'on part aussi de plus en plus dans la standardisation au niveau des composants HTML5. Et typiquement de faire du web component et de pouvoir réutiliser facilement en fait sur les solutions tierces qui vont proposer, donc les outils tiers, pouvoir réutiliser en fait des composants qui ont été faits dans l'outil et pouvoir les réutiliser en fait dans l'application en fait dans l'iframe. Ça c'est le monde idéal parce que ça nous permettrait simplement à moindre coût d'être capable en fait de prendre des fonctionnalités, de les déporter et de les intégrer facilement en fait dans les pages et aussi pour avoir une meilleure adoption en fait de user experience. Le point suivant en fait c'est l'impersonnation. Pareil, ça aussi c'est aussi un problème, hein. C'est que l'impersonnation, encore une fois, il faut que les outils tiers soient capables de le supporter. Donc l'impersonnation, hein, c'est le fait de passer en fait les credentials de l'utilisateur d'une application N à une deuxième application. Donc, typiquement, c'est les politiques de SSO qu'on va pouvoir retrouver dans les entreprises. Et donc, il faut qu'on puisse être capable de passer en fait cette authentification au produit, enfin à l'application suivante. Donc ça peut être aussi un frein. On va dépendre énormément en fait de ce que va être capable de supporter finalement les applications qu'on va vouloir intégrer facilement. Et typiquement, si on n'a pas une impersonnation, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faudra qu'on se relogue dans les différentes applications et on sait ce que c'est aussi assez lourd. Et donc voilà, le coût de mise en œuvre, hein, c'est aussi un facteur très important. Ce coût de mise en œuvre qui va dépendre finalement, de la solution qu'on devra intégrer derrière. Donc un retour sur les bonnes pratiques, donc nos bonnes pratiques en fait issues de nos retours d'expérience. Pour résumer déjà, pour commencer, hein, pour définir typiquement en fait un site de travail collaboratif, il faut qu'on détermine déjà dans quel mode on est. Est-ce qu'on fait du collaboratif ou bien est-ce qu'on fait du coopératif? Donc, premier point, on va dépendre aussi du type de projet. Donc il y a des projets qui vont se prêter à faire du coopératif ou pas. Hein, construire une maison, à mon avis, il faudrait difficilement le faire en collaboratif pour le coup. En tout cas, il vaut mieux pas que l'électricien monte les murs et le plombier monte l'électricité. Donc là, pour le coup, ça ne peut pas s'y prêter, ça ne va pas marcher. D'accord. Donc il y a des projets qui ne vont pas s'y prêter. Donc ça, c'est des clés qu'il faut avoir en tête. Et puis, on peut avoir aussi des objectifs tiers à atteindre. Ces objectifs tiers, typiquement, peut être aussi un frein du coup à tel ou tel type en fait de mode de travail. Et le dernier, en fait, c'est, alors je l'ai mis en risque, sur la relation et les conflits humains. Donc typiquement, il y a des profils d'utilisateurs, de personnes avec qui on sait que ça ne marchera jamais de travailler en collaboratif. Ça ne marchera pas parce que du coup, on va avoir un problème de fédération, on va avoir un problème de gestion en fait, de relations humaines, tout simplement. Et on sait que ça va être un frein et que typiquement, ça peut être déceptif, quoi, au final. Donc ça, c'est en prendre en compte. On mélange un peu tout ça et on essaie de se dire, avec ça, est-ce que je suis capable, du coup, demain,
de pouvoir monter mon projet sur tel ou tel mode d'activité. Par la suite, les outils qu'on va bien proposer entre le collaboratif et le coopératif, on va retrouver les mêmes catégories, de la communication, de la coordination et de la capitalisation. Ce qui va changer en fait dans les différents items, typiquement, c'est la nature de votre projet. Donc quand vous êtes plutôt dans un mode collaboratif, on les a triés, j'aurais dû mettre des numéros, mais en fait, le plus important, c'est la communication. Je l'ai déjà cité, je ne vais pas revenir dessus 10 fois. L'idée ici, c'est de pouvoir gérer la relation humaine, donc d'avoir des facilitateurs pour pouvoir bien communiquer, d'avoir une bonne communication dans l'équipe. Et donc une communication qui est permanente. Quand la meilleure façon de travailler en collaboratif, c'est le cas de l'atelier. On fait un workshop, on s'enferme dans une pièce, il y a des gens qui se mettent à distance, pas à distance, mais on travaille ensemble. Donc la communication, elle se fait là, en fait, et elle doit être de bonne nature, en tout cas. L'autre partie, c'est la partie coordination. Et là, finalement, la coordination, elle est moins importante que sur du projet coopératif. Elle est moins importante parce que les gens sont autonomes. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils prennent leurs actions. On parle d'actions et pas de tâches. Ils prennent leurs actions, ils vont travailler sur leurs actions. La seule chose dont on a besoin, c'est un rythme, de définir un rythme pour que le projet avance. Et ce rythme-là, en fait, on va le gérer au travers d'un calendrier, simplement. De pouvoir, en fait, planifier, en fait, les actions et les points de contrôle pour atteindre les objectifs qu'on s'est mis. Donc, finalement, on va avoir des travaux qui vont être à distance. On va se réunir, on va organiser, on définit les actions, on répartit, on avance, on travaille dans son coin ou pas dans son coin. Et par contre, on a besoin de partage, pour le coup, de temps réel. C'est-à-dire qu'on a besoin de travailler sur du documentaire, par exemple. On va avoir besoin de partager un document en même temps et de pouvoir travailler en même temps. Donc ça fait partie des outils qui sont très importants dans ce type de mode pour être capable de produire quelque chose ensemble sur, en fait, à un instant T. La dernière partie, c'est la partie capitalisation. Donc, pareil, c'est du projet, c'est normal. Au bout d'un moment, dans un projet, on a une phase de capitalisation. Et donc, on va avoir besoin de modèles documentaires pour pouvoir travailler. Et on va avoir besoin de partage de connaissances. Donc, de pouvoir capitaliser, produire quelque chose, et à l'issue de ça, d'avoir produit un retour d'expérience sur ce qu'on a pu produire dans ce type de mode de travail. Sur la partie coopérative, on va retrouver en priorité, en fait, la coordination. Parce que la coordination, c'est un projet coopératif. Ça va être, je reprends ma maison, j'ai une maîtrise d'œuvre qui est là pour piloter, en fait, l'avancement de ma maison. Et cette personne-là, elle a besoin de planifier les différents acteurs qui vont intervenir sur le chantier. Elle a besoin d'organiser, de définir qui intervient quand, à quel moment, sur différents plannings, différents jalons, et de pouvoir gérer des tâches. Donc là, pour le coup, on ne parle plus d'action. En fait, il y a un niveau macro. On va parler d'action, et dans les actions, on va définir des tâches. C'est le langage Solane, donc je ne sais pas si tout le monde le partage, mais donc, en tout cas, c'est important de l'avoir en tête pour que vous compreniez les slides. Donc ces actions, du coup, on va plutôt les gérer collaboratif, c'est les gens qui vont, de façon autonome, en fait, gérer en fait, leurs tâches par rapport à ces actions. Par contre, au niveau d'un modèle coopératif, on va définir des tâches qu'on va affecter aux différentes personnes. Et on va suivre les gens à la tâche. Donc ça, c'est vraiment le plus important sur ce travail-là. Dans un deuxième temps, finalement, cette capitalisation est toujours importante, de pouvoir s'appuyer sur des modèles existants et de pouvoir, encore une fois, être capable de produire de la connaissance et de la partager, encore une fois, derrière au plus large public, enfin, au plus large public dans l'entreprise ou dans les différents projets. Et la dernière partie, on l'a plutôt mis à la fin, cette partie communication, parce que celui qui donne le rythme, finalement, de la communication, ça va être la maîtrise d'œuvre. Ça va être le chef de projet qui va gérer son projet et qui va définir typiquement les réunions d'avancement. Ça n'empêche pas d'avoir des communications remontantes, des différents interlocuteurs, pour pouvoir questionner, échanger, etc. Par contre, finalement, celui qui pilote tout ça, c'est directement en fait la personne qui pilote le projet. Donc c'est le cadre de cette coopération. Pour mettre un peu en exergue sur les parties basses, je ne sais pas ma souris, elle est là. De quoi on a besoin? Typiquement, on a un calendrier quand on fait du mode collaboratif pour définir ce fameux rythme dont on a besoin. On va avoir besoin en fait d'outils. Alors, je l'ai mis en deux phases, mais je vais plutôt passer par. On a besoin de visioconférence, parce qu'on a besoin d'avoir de la mobilité, des gens qui sont à distance, donc on a besoin de pouvoir se parler facilement pour avoir une bonne communication, une bonne gestion de la relation. Et on a besoin finalement d'un outil de gestion documentaire. Et certains outils de gestion documentaire arrivent avec en fait des outils d'édition en ligne qui vont permettre en fait de régler la partie où on a besoin de travailler ensemble en même temps sur un même document à l'instant T. Donc je les sépare volontairement parce que toutes les solutions ne le font pas. Et donc du coup, c'est important de l'avoir bien en tête parce que ça, c'est encore une fois, c'est un point vital. Et sur la partie coopérative, c'est là où on va vraiment ajouter le maximum d'outils. On va retrouver le calendrier, on va retrouver également un planning. Donc les plannings, on va pouvoir voir les différents acteurs, les jalons de chacun
des actions et des tâches de chacun des acteurs. On va avoir besoin de case management ou de workflow, mise en place de workflow pour pouvoir en fait valider des cycles, valider en fait les différents livrables qui ont pu être livrés. On a besoin toujours d'une GED pour capitaliser et déposer du documentaire. Et puis on a besoin de, alors je l'ai mis ici, j'ai mis un RSE, réseau social entreprise. Ça peut être typiquement en fait la messagerie, c'est le plus classique, un échange de messages. Ça peut être du chat, etc. Donc je mets le RSE au sens large où l'avantage du RSE, c'est que là pour le coup on va être capable pour le coup de capitaliser encore une fois. Quand on fait du chat, on est en one-to-one, la capitalisation elle est très difficile. Bon, les gens vont prendre le réflexe d'extraire ce qu'ils ont fait, le mettre dans le CRM ou de le publier derrière dans un autre site. Donc le RSE, là, pour le coup, il a son importance, il est intéressant pour capitaliser à ce niveau-là. Et je ne l'ai pas forcément mis dans la partie collaborative, parce que là, pour le coup, alors on aurait pu le mettre, encore une fois, ça fait partie du partage de connaissances, mais on le met dans les différentes tâches qui sont attribuées aux gens. Mais c'est le même principe. L'idée, encore une fois, c'est cette capitalisation. Il y a besoin de partager de l'information, quel que soit le moyen qu'on va pouvoir utiliser dans l'entreprise, qui est à nos dispositions. Pour partir un peu sur les bonnes pratiques, ou en tout cas les mauvaises idées, entre guillemets, de ce qu'on a pu recenser, on met en première partie en fait le chat. En fait, ce qu'on dit ici, c'est pas forcément qu'il faut pas de chat sur les portails. Ce qu'on dit surtout, c'est d'utiliser le chat pour répondre aux besoins de communication et de faciliter la communication. C'est une très mauvaise idée. C'est bien pour pouvoir en fait communiquer rapidement pour demander de l'information, mais c'est pas un vrai outil qui va être utilisé pour vraiment capitaliser et communiquer au sens RSE du terme, au sens du réseau social. Donc ce qu'on dit là, on ne peut pas capitaliser sur ce chat-là. La limite d'échange est relativement faible finalement, parce que c'est juste des demandes, souvent. Valide-moi le dossier, est-ce que tu as vu ce mec, etc. Et puis, il y a aussi un risque. Il y a le risque de mauvaise communication aussi, et donc de perdre en fait du temps si finalement le message est mal interprété. D'accord. Le deuxième point, donc je dis du haut vers le bas, tenter de mettre en place en fait un portail collaboratif à la cible de l'entreprise, ça aussi c'est une mauvaise idée. D'essayer de calquer en fait l'organisation de l'entreprise sur, de mettre en place le travail collaboratif et de le calquer sur l'organisation de l'entreprise, donc de retrouver en fait dans les outils les services, les directions, de retrouver les départements et de pouvoir organiser tout ça autour de l'organisation, ça aussi c'est une mauvaise idée. Parce que les organisations, elles bougent, les départements bougent, les services bougent, il y a des mutations, il y a des splits, c'est des choses qui bougent régulièrement. On sait que tous les 3 à 5 ans, il y a des choses qui sont amenées à bouger. Donc ça, c'est aussi une mauvaise idée. Par contre, sur quoi on peut se baser, la valeur sûre, en fait, sur quoi on peut s'appuyer pour définir, en fait, la structure, en fait, de notre organisation, c'est l'activité. A priori, l'activité d'entreprise, elle n'est censée pas trop bouger. Donc, cette activité-là, du coup, on va pouvoir l'organiser, définir les groupes d'intervenants autour de ça et pouvoir définir, en fait, les acteurs qui vont intervenir sur cette activité-là. L'autre point, c'est juste un cas pratique, d'essayer d'imposer, en fait, une méthode. C'est toujours pareil, ce qu'on essaie d'atteindre, c'est un facteur d'adhésion des utilisateurs. Donc, toujours pareil, c'est toujours un point très important de ce type de projet. Et alors le dernier point, je vais peut-être même le mettre en premier, c'est les KPI. Les KPI, c'est les indicateurs de performance. Souvent, ces trucs-là, on les laisse à la fin. Ou on demande de les laisser à la fin. Et on demande de les laisser à la fin parce que souvent, on n'est pas mature. On ne sait pas ce dont on a besoin comme indicateur. Et on se dit souvent, on le laisse à la fin. Et on nous demande souvent, est-ce que votre solution permet de gérer? On dit oui, on sait gérer, moi c'est bon, ça s'arrête là. Par contre, le jour où on va vous demander de sortir des indicateurs, ce sera pour hier, quoi. Et donc du coup, si on n'a pas préparé en amont, on sera incapable d'avoir des métriques, on sera incapable de faire de la restitution. Donc ça, c'est des choses qu'il faut mettre dès le début, en fait, du projet. Il faut le prévoir dès le début, il faut les dire dès le début pour être capable, en fait, d'avoir des choses qui sont pertinentes par la suite. Et quand bien même on ne sait pas trop ce qu'on veut piloter, par défaut, ce qu'on dit ici, c'est de mettre au moins 3 indicateurs primaires, d'avoir vos taux de connexion, vous savez qui participe, qui intervient sur le site, vous avez un taux de consultation et un taux d'actifs. Au moins, avec ces 3 métriques-là, vous allez être capable de savoir déjà, est-ce que votre site est utilisé, est-ce que c'est actif ou pas, est-ce qu'on a des actions à faire dessus. Très bien. Eh bien, je vous remercie.